Bonjour, je suis Sandrine Foulon, rédactrice en chef à Alternative économique. Aide-soignante, aide à domicile, infirmière, AESH dans les écoles, travailleurs sociaux, on sait que ces métiers sont le socle sur lequel s'est reposée notre société durant la crise sanitaire, aux côtés des autres métiers de la première et de la seconde ligne. Aujourd'hui, face aux défis d'une société précarisée, confrontée à des inégalités territoriales croissantes et soumise aux nouvelles réalités écologiques, ils sont plus que jamais les garants et les pionniers de notre qualité de vie à venir. Avec ces 3 épisodes de 45 minutes, nous allons croiser les regards d'experts, d'élus de solutions solidaires, d'acteurs de terrain et d'étudiants du CNAM, afin de montrer les enjeux communs de tous les métiers accompagnant les vulnérabilités. Ce podcast a pour but de faire rayonner la contribution des acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire pour préserver le contrat social. Dans ce premier épisode, nous allons faire un état des lieux pour mieux comprendre les enjeux et les problématiques liées à ces métiers. Ceux qui nous lient. Ce qui nous lie. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Une série de podcasts d'Alternatives économiques et des partenaires de Solutions solidaires. Ceux qui nous lient. Le podcast. Les métiers du lien, qu'on appelle aussi du care, sont une nébuleuse pour la plupart des gens. Comment les définir ? Ce sont les métiers qu'on appelle essentiels dans notre société. Finalement, celles et ceux qui exercent des professions qui permettent à notre société de tenir debout, de tenir ensemble, qui assument et qui assurent surtout la cohésion de la société. Les métiers du lien, ça va être tous les métiers où des personnes vont s'occuper d'autres personnes qui traversent des situations de fragilité. Et je dis bien des situations de fragilité, c'est-à-dire que ça peut ne pas être durable. Il ne faut pas réduire les personnes à leur état. Alors déjà, vu de la place d'un président de département, ces métiers du lien sont l'essentiel des métiers avec lesquels nous travaillons. Puisqu'il s'agit à la fois des fonctionnaires territoriaux, travailleurs sociaux notamment, qui œuvrent au sein du département. Et puis il y a tous les partenaires associatifs qui ont eux-mêmes des personnels, des métiers du lien. Ce qu'on appelle le care donc en anglais, mais j'y mettrai le cure aussi, c'est-à-dire le soin. Et à mon avis, c'est cet ensemble-là qui représente tout le prendre soin, tous ces métiers du lien. Ces vulnérabilités, elles sont évidemment multiples, elles peuvent être liées à l'âge, que ce soit dans toute petite enfance ou le grand âge, parce que de facto, on est fragile aux extrémités de la vie. C'est vraiment l'enjeu de personnes qui sont en accompagnement et en réponse aux besoins fondamentaux des individus. Ça, de toute façon, ce sont des métiers qui sont essentiels, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour les définir. Alors, essentiel, ça veut dire dont on ne peut pas se passer. Ça, c'est une chose. Ça, je crois qu'on ne peut pas se passer, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y en a pas suffisamment parce qu'ils ne sont pas suffisamment attractifs aujourd'hui, parce que pour beaucoup de raisons, même s'ils sont essentiels, ils ne sont pas toujours très bien considérés. Ce qui nous lie, le podcast. Comment anticiper les futurs besoins en matière de soins, notamment avec une population vieillissante ? Vous savez, je passe mon temps à dire que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. C'est vrai, c'est une réalité indéniable. On a un pourcentage de population de moins de 18 ans, de moins de 30 ans, qui est un des plus élevés du territoire métropolitain. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Mais en même temps, on a, nous, un défi démographique d'une ampleur considérable. Je vais vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a en Seine-Saint-Denis 260 000 personnes âgées de 60 ans et plus. 260 000, c'est plus que la totalité de la population de la Nièvre. 220 000 habitants. Et en Seine-Saint-Denis, 2e chiffre, en une génération, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus va doubler. Et donc, le défi de l'accompagnement du vieillissement de notre société, il est considérable. Parce que, encore une fois, nous, on a un effet masse. Et puis, par ailleurs, 2e grande caractéristique, c'est que les personnes âgées de Seine-Saint-Denis qui ont vocation majoritairement à rester en Seine-Saint-Denis, eh bien, ce sont celles qui ont souvent les ressources les plus faibles et qui ont eu des parcours de vie souvent les plus difficiles. Le niveau de dépendance,
il est plus précoce, il arrive plus tôt en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, et avec donc des besoins d'accompagnement qui vont être beaucoup plus lourds. Et il faut le dire, eh bien derrière ces projections démographiques, c'est des besoins d'accompagnement qui vont exploser et qui doivent être anticipés. Et de ce point de vue, pour paraphraser le président Jacques Chirac, qui avait utilisé cette phrase pour autre chose, mais notre société est en train de vieillir, et la réalité, c'est qu'on regarde ailleurs. Enfin, il est temps, par exemple, qu'on ait un vrai débat politique au plus haut niveau sur la nécessité de cette grande loi autonomie, parce que il va falloir que nous décidions collectivement d'y consacrer effectivement beaucoup plus de moyens. Le président Macron avait pris, je crois, l'engagement en 2022 de la création de plus de 50 000 postes supplémentaires d'ici 2027 dans les EHPAD. On est à 15 500. Xavier Fortinon, président des Landes. Aujourd'hui, notre baisse démographique fait que le problème de la démographie de notre pays va être un véritable souci pour résoudre les problèmes de tension dans les métiers. Je veux dire que la population qui vient de l'extérieur, elle apporte aussi beaucoup de réponses à un certain nombre de métiers. Donc il faut faire attention de ne pas toujours avoir des discours très sécuritaires, voilà, c'est-à-dire on va étancher les frontières, et après qu'on se retrouve à pas pouvoir assumer le fonctionnement de nos entreprises, de nos services publics, de nos EHPAD, de nos hôpitaux. Éric Chenu, président de la Mutualité française. Il y a peu de choses qu'on peut prévoir. On ne peut pas connaître les cycles économiques, on ne peut pas avoir une idée précise de ce qui va se passer d'un point de vue climatique, même si malheureusement on pressent un certain nombre de catastrophes. Il y a une chose qu'on peut prévoir de manière extrêmement fine et précise, c'est la démographie. Donc on ne découvre rien sur le vieillissement de la population. On ne découvre rien sur le fait que des générations de professionnels de santé vont partir en retraite. Et pourtant, on ne s'est pas donné les moyens en amont de former suffisamment de professionnels pour faire face au vieillissement de la population, à la petite enfance, pour faire face au fait que les personnes en situation de handicap ne vivent pas comme les personnes en situation de handicap il y a 30 ou 40 ans, et qui a besoin de davantage de personnel, de professionnels qui vont intervenir au domicile. Il n'y a pas que les établissements. Que l'autodétermination des personnes suppose de nouveaux moyens, de nouvelles responsabilités. Tous ces sujets-là ne sont pas suffisamment travaillés au niveau de l'État. Les collectivités territoriales le font, en lien d'ailleurs avec les acteurs de la société engagée, les associations, les mutuelles, les fonds et fondations, notamment avec les partenaires sociaux. Mais au niveau de l'État, c'est des sujets qui sont insuffisamment appréhendés, anticipés. Pourquoi ? Parce qu'on regarde ces dossiers toujours du point de vue strictement du prisme budgétaire, c'est-à-dire qu'on les voit comme des coûts et pas comme de l'investissement social, comme des leviers d'innovation sociale et humain, ce qu'ils sont pourtant. Et tant qu'on ne regardera ces sujets à l'aune de l'annuité budgétaire, on prendra de mauvaises décisions. Je rappelle que Jacques Chirac a parlé des sujets de la dépendance, la nécessité pour notre pays de s'adapter, il y a 20 ans. Eh bien, je ne vais pas dire qu'on n'a rien fait en 20 ans, ça serait mentir. Il y a des choses de faites, heureusement, grâce à la mobilisation des collectivités, grâce à la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Mais objectivement, on n'est pas à la hauteur. On sait qu'on a un mur démographique qui commence, qui va s'accentuer en 2030. 2030, c'est demain. Et on n'est franchement pas au rendez-vous. Shaynès Kirouni, présidente de Solutions Solidaires et du département de Meurthe-et-Moselle. Ce que je sais, c'est qu'on a quasi plus de 70% des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont en difficulté de recrutement, ce qui représente à peu près, alors là, je parle vraiment à la louche, peut-être à peu près 50 000 postes à pourvoir. Concernant le département de Meurthe-et-Moselle, si on prend une échelle plus locale, notamment concernant les aides à domicile, nous avons des besoins de plus de 400 auxiliaires de vie sur le département de Meurthe-et-Moselle. Donc non seulement ce sont des métiers essentiels, on les appelle souvent les essentiels, et je dis elles parce que ça a été dit, ce sont essentiellement des femmes. Mais je dirais que quand bien même aujourd'hui, si on avait résolu la problématique du financement du modèle
de protection ou de prise en charge ou d'accompagnement des personnes les plus vulnérables, on a de toute façon un problème crucial qui est celui du recrutement. François-Xavier Devetter, économiste. La démographie, parmi les sciences sociales, c'est quand même une de celles qui se prête le mieux à la prévision. Voilà. Alors, je suis pas démographe, moi je suis économiste, mais effectivement, les enjeux strictement démographiques, donc en termes d'âge et de classe d'âge, on a des outils de prévision qui sont extrêmement pertinents et performants, et l'INSEE fait ça notamment très très bien, ou l'INED également, Institut national des études démographiques. Après, il y a d'autres enjeux qui deviennent plus compliqués, c'est-à-dire une fois qu'on a une classe d'âge, on a plus de mal à prévoir quel sera son état de santé. Ça, c'est une deuxième étage. Et puis, il y a surtout un troisième étage, c'est qu'est-ce que l'on attend à un moment donné comme service pour un état de santé et une situation donnée. Et là, c'est des questions qui sont sociales, qui sont conventionnelles. Est-ce qu'il faut faire en sorte qu'une personne âgée survive, elle est nourrie, soignée, couverte au terme de toiture et on s'arrête là, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des services relationnels, de l'accompagnement, des services d'animation, de lien social, etc. Et ça, l'évaluation de ce qui sera attendu et de ce que la société va être en mesure de fournir, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui nous lie, le podcast. On l'a vu avec la crise sanitaire, les métiers du lien ont été applaudis. Au plus haut sommet de l'État, on a reconnu leur utilité et promis une reconnaissance. Comment se fait-il que les mots n'aient pas été suivis des faits ? Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. En avril 2020, donc un mois après le confinement, le président de la République, et là je vais lire pour ne pas trahir sa pensée, il avait dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » 5 ans plus tard, le pays et ces hommes et ces femmes attendent toujours. Alors, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, c'est vrai. Il y a eu les Ségur, je dis les parce qu'il y a eu le Ségur plus son extension, mais on peut quand même dire que le compte n'y est pas, parce que on est face toujours à une grave, vraiment, je pèse mes mots, une grave crise d'activité. Moi, je suis très inquiet. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais sur des pans entiers de l'action publique, dans ce domaine-là notamment, donc qui ne vont plus pouvoir être assurés compte tenu des milliers de postes vacants à l'échelle du pays. Jean-Luc Glaise, président de la Gironde. Pour autant, ça n'a pas donné véritablement, apporté en tout cas véritablement les réponses qui étaient attendues de la part de l'ensemble des professionnels qui travaillent dans les métiers du lien. Je siège par ailleurs au Haut Conseil du travail social. On a beaucoup travaillé sur le livre blanc et on voit bien que les attentes sont certes des sujets de rémunération, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres sujets à prendre en compte, la question des conditions de travail, la question des formations, la question des parcours professionnels. Voilà, donc je pense qu'il y avait une intention qui était consécutive à tous ces balcons sur lesquels tout le monde applaudissait. Mais effectivement, je trouve que les réponses qui ont été apportées n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et aujourd'hui, force est de constater que l'attractivité de ces métiers est un véritable enjeu et de présent et d'avenir. Bonjour, donc Muriel Renaudon, je suis assistante sociale à l'hôpital de Port-Royal, assistance publique, hôpitaux de Paris. Et je suis aussi médiatrice familiale. Et je suis donc étudiante au CNAM en Master 2 de recherche en travail social. J'ai découvert un hôpital qui me semblait d'une grande rigidité et je l'ai découvert dans une capacité de s'adapter aux problématiques vraiment au quotidien. C'était assez stupéfiant, cette période-là, pour nous. Elle nous a beaucoup marqués. Et je me souviens d'un soir où j'ai terminé particulièrement tard. Et au moment où je sors de l'hôpital, donc j'arrive sur le trottoir et je n'avais pas fait attention à l'heure. Et là, les applaudissements arrivent. Donc au moment où j'arrive sur le trottoir, mais vraiment c'était stupéfiant. Donc, j'avais la tête en me disant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quelque chose de particulier. Et non, il était 20h tout simplement. Et à ma sortie de l'hôpital, les gens applaudissaient. Cette période a été pour le personnel soignant extrêmement marquante. Donc il y avait peut-être des attentes derrière, de reconnaissance principalement, je crois, de nos capacités d'engagement tous ensemble, avec des métiers extrêmement différents sur l'hôpital, de logistique, de brancardier, d'informaticiens, de directeurs d'hôpitaux, de cadres, de médecins, d'infirmiers. Et cette attente était principalement, oui, je pense, en matière de reconnaissance. Éric Chenu, président de la Mutualité française.
Je rappelle qu'il a fallu que les employeurs du secteur, on se mobilise aux côtés de nos professionnels, de nos personnels, pour revendiquer l'application des mesures Ségur aux personnels sociaux, médico-sociaux de nos structures, de nos établissements. Regardons ce qui se passe sur le secteur de la petite enfance, où les pouvoirs publics n'ont assumé que 2/3 des revalorisations sans donner les financements aux acteurs associatifs, mutualistes ou municipaux qui mettent en place le service public de la petite enfance. Donc ça montre effectivement qu'il y a une problématique de reconnaissance sur l'importance de ces métiers en termes d'intérêt, d'utilité pour la société, mais aussi de reconnaissance, je dirais, sonnante et trébuchante, c'est-à-dire en termes de rémunération. Il n'est pas normal que sur ces métiers qui ont souvent des amplitudes horaires importantes, notamment sur tous ces métiers du domicile qui sont essentiels pour le virage domiciliaire, pour accompagner des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de dépendance, à pouvoir mener leur projet de vie comme elles le souhaitent, là où elles le souhaitent, le plus longtemps possible quand c'est possible. Eh bien, non seulement on ne prend pas en compte la pénibilité, les difficultés de ces métiers pour en garantir l'attractivité, mais en plus, on n'a pas été au rendez-vous des promesses qui ont été tenues. Ça me met profondément en colère pour ces professionnels, ces personnels, et parce qu'en plus, on se tire une balle dans le pied, parce que en ne garantissant pas l'attractivité de ces métiers-là, on sait qu'on aura des difficultés, on en a déjà malheureusement aujourd'hui, mais elles risquent de s'accentuer dans les mois et dans les années qui viennent, alors qu'on va avoir de plus en plus besoin de femmes et d'hommes, de compétences, d'expertise, pour pouvoir assumer l'ensemble des missions dont on a besoin pour faire en sorte que cette société reste debout. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. On n'a pas réussi à maintenir ça, d'abord parce qu'il y a eu quand même une volonté de reconnaissance salariale suite à ce qui s'était passé, mais que la complexité de notre organisation, on va dire, sanitaire, sociale, a fait que cette revalorisation salariale qui a existé s'est mise en œuvre très difficilement. Parce que, encore une fois, des multiples financeurs, l'État, les départements, des multiples structures publiques, associatives, et que on voit bien là qu'on a aussi un chantier en termes de réforme pour regarder comment, dans les tuyaux des financements, on arrive à ce que une mesure simple, qui est une mesure de revalorisation salariale, ne devienne pas un sacerdoce, en fait, dans son application. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec des personnes qui l'ont eu, d'autres qui ne l'ont pas eu. Donc, d'une certaine façon, alors que c'était une bonne nouvelle, ça s'est quelque part transformé en mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment un chantier aussi sur la façon dont on réforme aussi cette protection sociale et dont on simplifie aussi les lignes de parcours et d'investissement. La deuxième chose, c'est que on n'est pas allé au bout de cette réforme et qu'on a même, dans ce moment qui quelque part a permis une ouverture dans la société pour comprendre à quel point la santé, le social étaient des choses en temps de crise, où, ah oui, quand même, ça prend une place extrêmement importante dans nos vies. Mais dès que c'est terminé, on revient sur des logiques qui sont plus des logiques d'opposition et on est arrivé dans une phase où on a d'un seul coup stigmatisé les personnes qui pouvaient avoir besoin d'aide ou d'assistance. Et je pense que ça participe aussi de la non prise en compte ou reconnaissance de ces publics-là, parce que les métiers sont finalement en interaction avec la façon dont les publics dont on s'occupe sont perçus dans la société. Et donc, ce mouvement, on va dire, vous savez, moi, je prends souvent l'exemple comme un élastique, en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est ouvert paradoxalement pendant cette crise et qui a d'ailleurs créé plein de marges de manœuvre pour ces professionnels et qui, un peu comme un élastique, est revenu avec brutalité sur le fait d'un seul coup de recliver et d'avoir l'impression que certaines personnes ont plus que d'autres et que, du coup, les personnes qui les accompagnent, est-ce que vraiment c'est des métiers louables, etc. Les métiers du soin sont très souvent associés aux femmes, à la maternité, au fait qu'il est naturel pour elles de prendre soin des autres. Comment sortir de ces clichés ? On n'a pas tellement évoqué le fait qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans ces métiers. Shaynès Kironi, présidente de Solutions Solidaires et du département de Meurthe-et-Moselle.
parce que on est aussi encore calqué, même si ça évolue un tout petit peu, mais il y a encore cette fonction qui est genrée, la fonction maternante, la mère, la femme qui s'occupe donc par vocation des plus vulnérables, des personnes âgées, des bébés, des enfants. Donc de toute façon, on peut le faire naturellement, hein, c'est dans notre nature. Hein. Nous ne sommes pas des mauvaises mères, on le sait bien. Hein. Il n'y a pas de mauvaises mères. Mais en tout cas, ça c'est un véritable sujet et qui peut effectivement expliquer pour partie non seulement le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans ces métiers, et puis qui peut expliquer pour partie pourquoi ces métiers, et souvent quand ce sont des secteurs féminins ou des fonctions féminines, souvent elles sont dévalorisées systématiquement. Vous regardez tous les secteurs où on a une majorité de femmes, eh bien, d'un point de vue organisation, conditions de travail et rémunération, ces métiers, ces fonctions sont dévalorisées. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. C'est quand même exercé essentiellement par des femmes. Et donc, ça explique peut-être, ou sûrement, que les métiers sont moins reconnus et sont moins bien payés. Je crois que finalement, défendre ces métiers, défendre leur revalorisation, c'est aussi un combat féministe, de fait. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que vous aurez remarqué qu'il s'agisse de la France des bourgs ou de la France des tours, dans lesquels on a besoin des auxiliaires de vie, notamment dans les territoires ruraux où le vieillissement est déjà là. Et dans la France des tours, on a aussi besoin de ces métiers d'accompagnement, soit pour les tout petits enfants, soit pour les personnes en situation de handicap, ou dans ce vieillissement qui est en train de s'accélérer dans notre territoire. Et souvent, c'est des métiers qui sont exercés par les plus précaires de nos concitoyens, avec des plus petits niveaux de qualification. Et donc, c'est aussi une manière d'unifier les intérêts des catégories populaires de ce pays que d'agir sur la revalorisation de ces métiers. Bien, bonjour, Emmanuel Potier, donc étudiant au CNAM, en Master 2, sur la filière économie sociale et solidaire. Et je suis directeur général adjoint d'une collectivité de 11 000 habitants en région parisienne. Les recrutements essayent toujours d'avoir plus de mixité. Ma lecture personnelle, ça serait qu'il faudrait qu'on augmente un peu les grilles de rémunération. Peut-être qu'en faisant ça, on jouerait sur les deux tableaux, à savoir améliorer la condition des femmes qui travaillent dans ce secteur-là et peut-être attirer un peu plus d'hommes. Et donc peut-être qu'on aurait un peu plus de mixité. Ceux qui nous lient. Ceux qui nous lient. Le podcast. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Les métiers du soin sont souvent très mal payés. Comment revaloriser les salaires ? Les enjeux financiers, peut-être donner un ordre de grandeur par rapport à ce que ça représente. François-Xavier Devetter, économiste. Si on se le met au niveau individuel, parce que très souvent on jongle avec des milliards, on est l'ensemble de la dépendance, c'est plus de 40 milliards, l'APA elle seule c'est 8 milliards d'euros, etc. Donc c'est des sommes qui sont vite difficiles à se représenter, mais très abstraites. Si on le prend à un niveau individuel, je prends une personne, elle est pendant 4 ans, elle entre progressivement en situation de perte d'autonomie, et pendant ces 4 ans, elle a besoin de 2 heures d'intervention par semaine pour lui permettre de vivre à peu près de manière autonome. Et puis ensuite, pendant une année, elle est rentrée dans une situation de dépendance plus importante et elle a besoin d'un passage quotidien, c'est-à-dire 30 heures sur un mois. Vous voyez, je ne prends pas une situation de grande dépendance, je suis une situation par laquelle on va être très nombreux à passer. L'ensemble de ces 5 ans de petite puis moyenne dépendance, en quelque sorte, ça nécessite grosso modo 2 équivalents temps plein au cours de travail qui vont nous être apportés. Ces 2 équivalents temps plein, alors que moi je vais travailler une 40aine d'années ou quelque part, je vais devoir les financer sur mon salaire pendant 40 ans. Ça fait 2,5%. Voilà. Et donc ces 2,5%, c'est en gros une sorte de tarif minimum de la cotisation additionnelle que l'on devrait payer sur nos salaires, que ce soit de la cotisation, que ce soit de l'impôt, peu importe, mais en gros, l'équivalent de 2,5% de l'ensemble de nos revenus d'actifs doivent être consacrés à l'anticipation de notre dépendance. Et je suis très en dessous, probablement, des montants qui sont nécessaires pour beaucoup d'entre nous.
Après, il faudrait évidemment affiner l'ensemble de ces calculs, etc. Parce que derrière ces calculs, et ça renvoie à la question de la façon dont on voit les salariés, c'est à quel niveau ils se situent dans l'échelle des revenus et des salaires de notre société. Aujourd'hui, ils sont tout en bas. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Ce qui est le plus bas dans notre société, c'est nettoyer. Ce qui est juste au-dessus, c'est prendre soin des autres. Et en gros, c'est cet ensemble-là des métiers qui pourtant nous permettent de vivre dignement les uns et les autres, qui sont particulièrement mal reconnus, en tout cas d'un point de vue financier. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. On a eu depuis 15 ans toute une logique de financement des acteurs de l'ESS qui s'est totalement inversée. C'est-à-dire que l'État, je vous le dis un peu de façon schématique, c'est plus complexe que ça, mais grosso modo, la question de la réponse en fait aux besoins, c'est de plus en plus traduit par une logique d'appel d'offres qui venait des financements publics. Donc ce n'était plus il y a des besoins et on répond à ces besoins et donc par le biais, encore une fois, de la subvention ou d'autres éléments de contractualisation, on est capable de monter un projet sur un territoire. C'est les financements publics lancent un appel à projet selon des cadres bien établis et demandent à y répondre. Alors encore une fois, mon propos n'est pas de dire c'était mieux avant et ça, c'est de dire qu'en fait, cette logique inflationniste de l'appel à projet pour contractualiser avec l'ESS a créé ce qu'on appelle un isomorphisme institutionnel. C'est-à-dire qu'il a créé des organisations qui petit à petit se sont mises à se ressembler les unes et les autres. Et donc a créé des approches très verticalisées de réponse dans lesquelles, c'est là où les professionnels se sont sentis de plus en plus contraints, avec des logiques de reporting, des logiques d'empilement, d'attente de financeurs, qui ont fait perdre de vue, quelque part, une approche globale de à quoi on répond. Est-ce qu'on répond à des demandes mises les unes sur les autres de financeurs qui ne sont d'ailleurs parfois pas tout à fait les mêmes, ou est-ce qu'on répond à des besoins globaux? Et donc ça vraiment, je pense, c'est une perte de chance. C'est comme si la réponse à l'intérêt général n'était que la réponse par la création du service public. À ce moment-là, si on estime que c'est du service public, il faut créer des établissements publics. Si on estime que c'est d'autres formes d'organisation, coopératives, associatives, qui ont d'autres formes d'agilité, qui ont d'autres façons de répondre, plus de risques, plus de marges, il faut leur laisser ces marges. Parce que sinon, en fait, si on nous demande d'être tous la même chose, eh bien, c'est là où on laisse plein de pans de non-réponse, parce qu'encore une fois, on ne joue pas de la complémentarité de nos réponses, mais on joue de la superposition de nos réponses. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux dans lequel l'ESS est coincé entre une demande des financements publics d'être de plus en plus comme des établissements publics et une demande d'être pour l'ESS comme du privé lucratif, alors que son mode de gouvernance, son mode d'utilisation n'est pas comme le privé lucratif. Emmanuel Potier, directeur général adjoint d'une collectivité et étudiant au CNAM. Moi, ma réalité, c'est que ça fait des années qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on y arrive, que l'objectif, c'est d'avoir une trajectoire budgétaire qui se tienne un peu. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on engage la construction budgétaire de l'année à venir, eh ben c'est comme si tous les efforts qu'on avait réalisés les années précédentes étaient annulés. Et plus ça va, plus on voit... Alors après, sans rentrer dans les détails techniques, mais notre épargne, notre capacité d'endettement, etc., se réduire. Si on n'a plus ça, je veux dire, là pour le coup, c'est extrêmement dommageable et on ne mesure pas, je pense, l'impact de ça. Aujourd'hui, ça fait pas la blague. Enfin, je veux dire, on est soumis à des effets de ciseaux qui sont complètement redoutables. On a moins de moyens, nos ressources en propre, voilà, et on a une augmentation des demandes. Jean-Luc Glaise, président de la Gironde. Nous avons le sentiment en permanence de ramer à contre-courant, face donc à une espèce de marée qui, aujourd'hui, nous contraint de plus en plus et qui nous empêche de plus en plus d'avancer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si je me place au niveau des départements, aujourd'hui, nous avons une aberration complète, c'est-à-dire que nous finançons la solidarité humaine, les solidarités humaines,
avec des recettes qui sont issues du marché de l'immobilier, de la consommation, alors les droits de mutation, les frais de notaire, de la consommation, la TVA, la TICPE, etc. Ça n'a aucune cohérence. J'étais tout à l'heure en bureau à Département de France, j'ai redit ce que je dis depuis plusieurs mois. Il faut réclamer au gouvernement un socle de recettes cohérent avec nos missions, solide et robuste pour qu'on puisse s'y adosser dessus, pérenne dans le temps, mais aussi évolutif. Le vieillissement de la population est devant nous et va générer de plus en plus d'engagements publics. Le handicap, le président de la République a déclaré la santé mentale comme grande cause nationale, mais il faut absolument, à condition d'y consacrer les moyens, que nous traitions cette question de la santé mentale. Aujourd'hui, nous avons, nous, des enfants sous protection qui relèvent du handicap, qui devraient être orientés en IME ou en ITEP, faute de place créée par l'État. Nous nous retrouvons avec des enfants qui restent dans le champ de la protection et qui n'ont pas le bon mode d'accompagnement et de soutien. C'est valable aussi pour des personnes adultes qui sont orientées en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé et qui, faute de place, bénéficient d'une prestation de compensation du handicap 24 heures sur 24 chez elles, ce qui n'est pas la bonne réponse et ce qui est accessoirement très coûteux et qui coûte surtout au département en lieu et place de l'État. Donc si aujourd'hui chacun ne se remet pas à sa place, si la pédopsychiatrie, si la psychiatrie plus largement, si tous les soutiens au niveau du soin et de la santé, notamment évidemment tout l'appui qui est dû à l'hôpital, ne sont pas assurés, nous dégraderons inévitablement, globalement, tout ce qui fait l'appui et les étés et les soutiens aux solidarités humaines. Est-ce qu'avec nos cotisations sociales, fiscales, mutualisées, on doit financer des fonds de pension étrangers? Éric Chenu, président de la Mutualité française. Est-ce qu'avec nos cotisations, on doit payer les retraites des retraités à Miami ou en Australie? Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, on le fait sans qu'il y ait jamais eu de débat. Donc je voudrais qu'au moins il y ait un débat. Après, si on dit qu'on accepte, dont acte, mais à minima qu'on régule cette marchandisation des services publics pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive comme ça a pu en avoir. Parce qu'il faudra quand même m'expliquer comment, avec les mêmes budgets de fonctionnement, une crèche municipale, associative ou mutualiste est juste à l'équilibre, dégage juste ce qu'il faut pour réinvestir et rester en bon niveau de qualité, et comment ces structures-là pourraient dégager 8, 10, 12% d'excédent brut d'exploitation. Soit on est tous nuls, et je le crois pas, vu la qualité des personnels et des professionnels, soit il y a un loup. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être faussement naïf et de croire qu'on peut faire fonctionner une place de crèche à 5 ou 7 000 euros. C'est forcément qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, quand on regarde la vérité au regard des montages fiscaux, des allègements de cotisations qui sont détournés, etc., on s'aperçoit que la place de crèche, en fait, elle coûte beaucoup plus cher que la place de crèche normale. Sauf que, en fait, on sépare les flux entre, d'un côté, l'exploitation pure, et de l'autre côté, tous les mécanismes fiscaux qui coûtent excessivement cher au budget de l'État. Et donc, c'est tous ces sujets qu'il nous semble indispensable de remettre à plat pour savoir comment on s'organise sur tout ce qui relève de la cohésion sociale, ce qui est financé par nos cotisations sociales, fiscales ou mutualistes, et comment on organise les choses pour faire en sorte aussi que nos concitoyens ne soient pas vus comme des consommateurs de l'action publique, mais bien des citoyens, des contribuables. Ils ont leur mot à dire, et je crois que ce qu'ils privilégient, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, c'est la qualité avant tout, et à regarder les choses bêtement, uniquement par le prisme du prix, on nivelle les choses par le bas et petit à petit, on fait des catastrophes. Les métiers du lien sont aussi porteurs de nouvelles solidarités. Je la sens, je la vois, je la connais, parce que c'est un peu une tradition dans un territoire où à la fois il y a une histoire sociale, une histoire politique. Ces liens de solidarité sont forts. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Et où ils le sont aussi parce que la vie y est difficile et que pour faire face, pour tenir bon, pour résister, eh bien, bien sûr, il y a l'action publique, mais il y a aussi justement ces initiatives citoyennes, ces liens de proximité, et le territoire est assez reconnu pour cela. Je vais vous citer une anecdote. Pendant la crise Covid, les élus locaux, aux côtés de l'État, aux côtés des associations, se sont beaucoup mobilisés pour faire face, pour organiser la solidarité. Mais on a tous été très frappés
par de très nombreuses initiatives citoyennes, locales, qui sont venues en particulier de jeunes, parfois très jeunes, qui étaient pour les uns et pour les autres souvent engagés plutôt dans l'action associative parfois, mais plutôt autour d'initiatives de quartier, de fêtes de quartier, d'activités sportives ou d'actions éducatives, mais finalement peu ou pas sur l'aide alimentaire par exemple. Et spontanément, on a vu notamment les plus jeunes organiser de l'aide alimentaire dans des proportions considérables pendant cette période. Donc ça nous avait d'ailleurs valu un reportage dans un magazine que je ne citerai pas, parce que j'étais très en colère dans la mesure où si c'est parce que c'était en Seine-Saint-Denis qu'il avait titré son papier comme ça, il avait mis justement une photo d'un groupe de jeunes organisant une distribution alimentaire, il avait titré « Solidarité en bande organisée ». Jamais pour un autre territoire il n'aurait employé ce titre. Mais c'est vous dire à quel point, finalement, paradoxalement, ces liens de solidarité caractérisent le territoire. Bonjour, je suis Giorgia Sebregondi. Je travaille à la communication, au mécénat et à l'innovation à la Fondation Cognac-Jay. On ne constate pas d'érosion de la motivation, pas de fatalisme. Parce que justement, d'abord parce qu'il y a aussi beaucoup de satisfaction, il y a aussi beaucoup d'épanouissement à faire ce métier. Il y a plein de gens qui vont mieux après, il y a plein de gens qui vous remercient, plein de gens qui repartent avec le sourire. Et puis parce qu'il y a le collectif qui vous porte. Et souvent, si par exemple, et ça, nous on a encore cette chance, il y a beaucoup d'équipes qui sont là depuis longtemps, qui se connaissent, qui sont soudées, bien ce collectif arrive à jouer son rôle. Et pour nous, peut-être que le point de vigilance le plus important, il est celui-ci. C'est de maintenir cette force du collectif, de ne pas laisser le turnover potentiel des équipes éroder le collectif, parce que ça, par contre, ce serait le début des fêlures. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Tout ce qu'on peut créer de différent, de réponses à des dispositifs qui, parfois, vont répondre à l'insertion des publics éloignés de l'emploi, mais vont aussi répondre à des enjeux de développement social local, à des enjeux de transition écologique. Je pense à l'insertion par l'activité économique, par exemple, dont aujourd'hui, on va énormément lui demander de rendre compte sur combien de personnes vous avez accompagnées, est-ce que ces personnes ont retrouvé un emploi durable. C'est important de le faire. Mais il n'y a pas que ça dans ce qu'apporte l'insertion par l'activité économique. Il apporte aussi la façon d'allier le développement économique et la transition écologique, par exemple avec le maraîchage. Il apporte du lien social sur un territoire, avec des habitants qui viennent chercher leur panier, et des habitants justement en termes de mixité sociale. Et tout ça, en fait, c'est comme si c'était totalement occulté, et qu'on ne lui demandait de répondre qu'à un seul objectif, et donc en lui disant « mais peut-être que le privé lucratif va mieux faire que toi ». Oui, mais est-ce que la globalité de ce qu'on demande au privé lucratif est la même en termes d'utilité sociale ? Et comme on ne prend qu'un certain type d'indicateur, on occulte toute une partie de ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger de finalement se priver de la spécificité d'intervention et voire même de la force d'intervention de l'ESS. Ce qu'on peut dire, c'est que, ça c'est les services statistiques de la CNSA, la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie, qui l'ont publié très récemment. François-Xavier Devetter, économiste. Je crois qu'il y a quelque chose comme 7 à 8% de vacances de poste. Donc ça, c'est le tarif minimum de ce qui manque. C'est-à-dire, dans les besoins déjà financés, etc., il manque 7% des salariés. Voilà. Et encore, c'est plutôt sur les services infirmiers à domicile que l'étude porte. Donc dans les services d'accompagnement, c'est probablement beaucoup plus. Donc voilà, peut-être qu'il nous manque jusqu'à 10% de postes en quelque sorte, donc 50 000. Nous sommes confrontés au vieillissement de la population, à la rigueur budgétaire, au défi de la qualité de vie au travail. Comment les métiers du lien s'en sortent-ils face à tous ces enjeux ? C'est propre aux jeunes comme c'est propre à tous les jeunes de 15 à 75 ans. C'est de vouloir du sens dans son travail et que dans son travail on fasse du bien aux autres et pas du mal aux autres. Et donc ce sont des métiers qui, je pense, rencontrent cette attente-là de manière forte et directe. Oui, c'est évident, c'est des métiers qui sont absolument magnifiques et qui rejoignent, et c'est là tout le paradoxe, quand on réinterroge aujourd'hui notre rapport au travail. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité.
la question du sens est quand même l'enjeu majeur. Et on voit bien aussi qu'il y a l'intérêt de trouver du sens, de faire quelque chose qui contribue à quelque chose de collectif. Et c'est là encore un autre paradoxe, alors qu'on entend ça dans le travail généralement, on est dans des métiers qui sont en plein dans cette question du sens, du travail qui croisent les enjeux sociaux, de transition écologique, de culture, etc. Et pourtant aujourd'hui, on a une vraie perte d'attractivité. Donc je pense que leur perte d'attractivité, elle n'est pas sur le fondement même de ce que sont ces métiers, mais vraiment aujourd'hui sur les conditions de travail et encore une fois la façon dont on les place dans la société. Mais heureusement, tant qu'il y aura encore des gens qui voudront lutter contre les inégalités ou qui considèrent que c'est un cap essentiel, eh bien, je pense que les personnes qui travaillent et qui ont une utilité sociale forte ont de l'avenir. Xavier Fortinon, président des Landes. Mais c'est vrai que si on ne met pas ça dans nos priorités, elles seront souvent, de nouveau, invisibles ou oubliées, et les personnes qu'elles aident, avec. Jean-Luc Glaise, président de la Gironde. Et sur la question d'être optimiste ou pas, moi j'ai plutôt envie aussi d'être optimiste. Enfin, j'ai toujours, je ne crois pas à la capacité de pouvoir produire de l'action publique dans la fonction d'élu que j'occupe s'il n'y a pas un minimum d'optimisme quand même sur les possibilités d'avancer. La question en fait fondamentale, c'est qu'il faudrait refaire de la politique. Éric Chenu, président de la Mutualité française. Il faudrait avoir une vision. Si vous ne prenez le sujet comme en ce moment, par exemple, parce qu'il y a des tensions géopolitiques, parce qu'il y a un enjeu de réarmement du continent européen, parce qu'il y a un sujet de finances publiques, que vous mettez en balance le fait que, du coup, on n'a plus les moyens de financer le modèle social, c'est la manière la plus stupide de poser la question. Si on veut que l'ensemble de la société soit prête à faire les efforts nécessaires pour ce réarmement, pour arbitrer un certain nombre de choses. C'est justement en travaillant les leviers de la cohésion sociale et donc en renforçant le périmètre de la protection sociale qu'on fera corps commun, qu'on fera en sorte que tout le monde va se regrouper sur notre intérêt commun. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, je trouve pas toujours de la manière dont ces sujets sont abordés. Fabienne Brugger, philosophe, auteure de L'éthique du Caire. Et donc une société qui reconnaît ces métiers-là, c'est une société qui donne de l'importance à la responsabilité et à la responsabilité collective, c'est-à-dire au fait que il est de notre responsabilité de prendre soin des autres. Mais il est de notre responsabilité aussi dans une société que nous prenions soin de celles qui prennent soin des autres. Shaynès Kirouni, présidente de Solutions Solidaires et du département de Meurthe-et-Moselle. L'objectif de Solutions Solidaires, c'est de pouvoir échanger autour d'initiatives et d'audaces qui sont portées par les acteurs au plus près des territoires, au plus près des habitants, au plus près des citoyens et des citoyennes, et notamment en matière de solidarité. Et donc je terminerai par dire que, en tout cas, ici en Meurthe-et-Moselle et avec l'ensemble de nos partenaires, eh bien nous avons cette volonté de mettre l'humain et les politiques de solidarité au cœur de nos préoccupations. Et je le disais, même si c'est compliqué, même si c'est difficile économiquement, financièrement, mais quand il y a une volonté, il y a quand même un chemin, même s'il est étroit. Je vous remercie. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast « Ceux qui nous lient », une série de podcasts d'alternatives économiques et des partenaires de Solutions Solidaires. Ceux qui nous lient. Ceux qui nous lient. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Dans le deuxième épisode, nous allons tenter de tirer des perspectives et de mieux cerner les besoins pour rendre ces parcours plus attractifs, moins pénibles et mettre en avant l'engagement, les solutions concrètes et l'utilité sociale de ces métiers plus qu'essentiels. Mon discours n'est absolument pas pessimiste ni alarmiste auprès des jeunes qui viennent se former en travail social. Au contraire, il y a beaucoup d'enthousiasme de ma part à les accueillir et on arrive tous, je pense, chacun à notre niveau, à maintenir une qualité d'accompagnement malgré le discours ambiant assez lourd à entendre au quotidien. Et en fait, c'est pas mon quotidien de travail. Je suis dans une équipe très enthousiaste qui a beaucoup d'idées, qui essaye de les porter, de les défendre. Et c'est de ça que moi j'aimerais parler.
Ce qui nous lie est un podcast d'alternatives économiques pour Solutions Solidaires. Merci à tous les intervenants et un grand merci à Anne Boulin et Robin Troutot pour leur aide précieuse. Entretien, production et réalisation Xavier Joly pour la Grande Zaza Production. Je vous donne rendez-vous très vite pour le 2e épisode.